Bismillah. La traversée de la Manche avait été un véritable calvaire pour Lord Cheriton. Jamais il n'avait autant souffert de sa vie. Il n'avait cessé de penser à Wivina, pour laquelle il éprouvait une immense anxiété. Dès qu'il avait appris que Wivina avait disparu, et sachant déjà que Geoffrey Farlow était parti pour la France, il avait fait le rapprochement. Il avait deviné sans peine qu'il l'avait emmené avec lui et vraisemblablement à Roscoff, puisque Tom Johnson y possédait son point d'attache. Lord Cheriton avait réagi avec la rapidité et la précision qui lui étaient caractéristiques et qu'il avait toujours apporté dans ses actions en temps de guerre. Elle s'était précipitée vers les écuries autour desquelles la troupe des dragons était rassemblée pour surveiller les contrebandiers enfermés dans leur prison provisoire. Il ne mit que quelques instants pour constituer une petite troupe d'une quinzaine d'hommes choisis parmi les plus expérimentés. Et il leur donna l'ordre de se mettre en selle immédiatement. Il laissait les autres, parmi lesquels il y avait les quelques blessés légers, pour garder les prisonniers à Lord's Call. Il savait qu'il ne courait guère de risque, puisque le chariot qui devait transférer les prisonniers arriverait avec une escorte sûre d'un instant à l'autre. Il croisa d'ailleurs, comme il avait prévu, le convoi avant d'avoir atteint le village, et put informer l'officier du lieu de destination qu'il avait choisi. Lord Cheriton tenait à ce que les contrebandiers soient emprisonnés à Chichester, parce qu'il estimait, avec juste raison, que les magistrats siégeant à l'intérieur du pays échapperaient mieux aux manœuvres d'intimidation qui étaient exercées sur les juridictions des villes côtières. Il ne lui restait donc plus qu'à galoper à bride abattue en courant au plus court jusqu'à Portsmouth avec sa petite troupe derrière lui. Tout en éprenant son cheval, il réfléchissait au plan qu'il devait arrêter et à ce qu'il convenait de faire pour tenter d'arracher Wivina à Farlow. Une douleur sonnant tenaillait toutes les fibres de son corps et de son esprit, en imaginant la détresse de la jeune fille enlevée par le contrebandier. Pourtant, il ne perdit pas courage un seul instant. Il se refusait même à envisager qu'il arriverait peut-être trop tard et pourrait trouver Wivina déjà mariée avec Farlow. Cependant, il était bien déterminé au fond de lui-même à tuer l'homme qui aurait eu l'audace d'imposer une telle humiliation à la femme qu'il aimait. Lord Cheriton ne pouvait s'empêcher de redouter que Farlow lui ait fait subir de mauvais traitements s'il avait deviné que Wivina l'aimait. Aussi avait-il son visage des grands jours, celui que connaissaient bien tous ceux qui avaient eu l'occasion de voir l'abominable léopard menant ses hommes à l'assaut. Il chevauchait en tête de sa troupe de cavaliers, le visage sombre, l'air terrible. On aurait pu se croire revenu au temps de la campagne de France. Il émanait de toute sa personne une volonté de vaincre, une impression de force irréductible qui avait toujours inspiré aux hommes qu'il commandait une confiance absolue en leur victoire. Ses soldats le croyaient invincible. À ce train d'enfer, il n'avait fallu que 2 heures à la petite troupe de cavaliers qu'il menait pour atteindre Portsmouth. Lord Cheriton leur fit traverser les rues pavées de la vieille ville à la même vitesse et les dirigea immédiatement vers le port. La première chose qu'il aperçut dans le bassin fut, comme il l'avait espéré, 2 grands cutters de la marine royale. C'étaient 2 des plus belles unités de la flotte de la douane. Les grands voiliers attendaient, amarrés au quai. Des marins allaient et venaient s'activant sur le pont. Ils étaient vêtus de pantalons bleus et de chemises rouges de la tenue réglementaire. Tout cet affairement semblait dénoter que les navires étaient prêts à prendre la mer. Au moment même où il mettait pied à terre, Lord Cheriton aperçut un homme qui contemplait pensivement les 2 cutters, appuyés à un hangar de bateaux. Ses yeux brillèrent de joie en reconnaissant le capitaine Osborne, car c'était une véritable chance pour lui ce jour-là de le trouver là. Il se dirigea vers lui, tantôt en regardant aux alentours. Il remarqua immédiatement la présence d'un puissant navire de guerre qui était à l'ancre à l'entrée du port, en eau profonde. Lord Cheriton appela de sa voix naturellement autoritaire « Osborne !» Le capitaine sursauta et regarda de tous côtés, cherchant à découvrir celui qui l'avait interpellé. « Je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici, monsieur, » dit-il tout surpris. Il avait parlé sans élever la voix et en prenant soin de ne pas trahir l'identité de son interlocuteur comme il le lui avait été recommandé. « J'ai besoin de vous, » dit Lord Cheriton sans plus d'explication. Il enchaîna aussitôt. « Quel est ce navire de guerre ?»« Le Valiant. Il est entré au port ce matin, monsieur. Savez-vous où se trouve le commandant ?
Je viens par hasard de le voir descendre à terre. Il doit être allé à la capitainerie du port, je suppose. Lord Cheriton n'hésita pas un instant. Bon, allez tout de suite me chercher les officiers qui sont affectés aux 2 cutters de la douane. Vous leur direz qu'ils sont réquisitionnés pour une mission de la plus haute importance, sur l'ordre personnel du Premier ministre. Bien, monsieur, répondit le capitaine Osborne en inclinant la tête avant de partir au pas de course vers les voiliers, tandis que Lord Cheriton dirigeait son cheval vers les bureaux de la capitainerie du port. Lord Cheriton avait tout organisé avec tant de précision dans le détail et donné ses ordres avec une telle autorité qu'en moins d'1 heure, les 3 vaisseaux furent prêts à lever l'ancre. Ils naviguaient sur le Valiant, les soldats avaient été répartis sur les 2 cutters, ils avaient été mis sous le commandement du capitaine Osborne quand ils avaient ce que Lord Cheriton attendait d'eux. Les 2 commandants des cutters avaient doublé leur équipage. Les cutters utilisés par les services de la douane étaient de puissants bâtiments, solidement construits pour être capables d'affronter tous les temps. Ils tenaient beaucoup mieux la mer que les voiliers employés par les contrebandiers, qui pouvaient choisir le moment où ils sortaient et réduisaient au maximum la durée de leur traversée clandestine. C'étaient d'admirables vaisseaux, avec une très grande profondeur de quilles, une immense surface de voilure et des superstructures très élaborées. Tout le pourtour des bastingages était pourvu de bouches à feu. Lord Cheriton était tranquille. Avec le secours d'une telle unité, il était assuré d'avoir raison de tous les voiliers légers des contrebandiers. La chance lui avait souri, une fois de plus, au-delà de ce qu'il avait espéré en emmenant le Valiant à Portsmouth. De plus, le commandant était un homme jeune et dynamique, qui se montra enthousiasmé par cette entreprise. Dès qu'il en connut le but, il était ravi et montrait un désir aussi acharné que Lord Cheriton lui-même de s'emparer des malfaiteurs qui avaient saigné les finances de sa patrie pendant toute la durée de la guerre. Il expliquait son point de vue avec véhémence à Lord Cheriton, qui était auprès de lui sur le pont. Ces contrebandiers sont de la vermine, tout autant qu'ils sont, my lord, rien d'autre, une bande de coups-jarrets, d'assassins. Je suis vraiment heureux que notre Premier ministre se soit rendu compte qu'il fallait enfin faire quelque chose contre cette racaille. De toute façon, j'ai déjà pu mettre sous les verrous la moitié du gang de Lord Squall, dit machinalement Lord Cheriton, dont l'esprit était tout préoccupé de Wivina. Parviendrai-je à la sauver avant qu'un malheur irrémédiable se soit produit? Arriverai-je à temps? Se demandait-il avec anxiété. Jusqu'à ce jour, il avait mené la vie d'un soldat qui n'avait aucune autre attache que son métier. Il s'était entièrement voué au service de l'armée, n'ayant d'autre souci que de se battre. Il était tout surpris de sentir que, ce jour-là, le désir tout personnel de sauver une jeune fille sans défense et de l'arracher aux griffes d'un mauvais homme retenait plus son intérêt que la bataille qu'il allait livrer, et restait le but primant tous les autres dans son esprit. Délivrer Wivina était devenu le véritable enjeu de sa mission, et il en était profondément étonné. Jamais je n'aurais cru que je me serais conduit ainsi un jour. Je ne me reconnais plus, constata-t-il, en s'apercevant que la douleur qui lui broyait le cœur l'avait envahi tout entier et qu'il ne pensait plus à autre chose. Il comprenait mal qu'ayant connu Wivina pendant si peu de temps, elle ait pu lui laisser une telle empreinte. Il lui semblait qu'elle avait toujours fait partie de sa vie. Lorsque d'autres lui racontaient leurs conquêtes et leurs aventures avec des femmes, d'ordinaire, il restait toujours silencieux et dubitatif, devant des enthousiasmes qu'il comprenait mal, les femmes n'ayant jamais tenu une place importante dans son existence. Aucune de celles qu'il avait connues n'avait retenu son intérêt. Mais Wivina représentait quelque chose de totalement différent. Il revoyait l'instant où elle lui était apparue, pour la première fois, dans la lumière de la fenêtre, les bras chargés de fleurs, nimbés de soleil. Elle avait concrétisé soudainement à ses yeux éblouis l'idée de la beauté absolue. Elle était devenue le symbole de tout ce qui est pur et sacré dans l'existence, comme sa mère l'avait été pour lui quand il était enfant, et quelque chose de plus s'y était ajouté. Il lui semblait incroyable de l'avoir découverte dans cette vieille maison qu'il détestait à cause du souvenir de son père. Mais Wivina n'avait-elle pas, semblait-il, chassé pour toujours les horribles fantômes du passé? Lord Cheriton avait été stupéfait de s'apercevoir qu'il avait pu dormir paisiblement dans le lit même de son père, sans penser une seule fois aux tourments que ce tyran lui avait fait subir. Jamais il n'aurait cru la chose possible.
Il ne pensait plus à ce passé qu'il avait si longtemps poursuivi. Il ne pensait plus qu'à l'avenir, un avenir qu'il entendait bien partager avec Wivina et qu'il ne pouvait plus concevoir sans la jeune fille à ses côtés. Sans elle, se répétait-il tout bas, la vie ne serait plus que vide et désolation. Souvent, il était demandé ce qu'il ferait quand la guerre serait terminée pour meubler son esprit et sa vie. Il prenait maintenant conscience d'avoir découvert la nouvelle raison de vivre qu'il s'était cherchée. Il sentait qu'il avait trouvé le bonheur. Si le vent continuait à souffler du nord-ouest, comme il avait fait depuis le départ, ils arriveraient, pensait-il, avec soulagement, en un temps record à Roscoff. Les trois vaisseaux ressemblaient à de grands oiseaux blancs volant sur la mer. Cette petite armada était celle de l'espoir et de la vengeance pour Lord Cheriton. Elle allait lui permettre de venger sa patrie et les hommes qui combattaient loyalement pour elle, que ces bandits déshonoraient et trahissaient. Et il était soutenu par l'espoir de retrouver Wivina vivante. Car, à force de réfléchir à la situation, elle avait fini par acquérir la triste certitude que si jamais elle était acculée au mariage par Geoffrey Farlow, Wivina déciderait de se tuer pour échapper à un tel outrage. Devant cette évidence qui s'était imposée à son esprit, il ne lui restait plus qu'à la prière. Lord Cheriton s'était mis à prier avec une ferveur qu'il avait oubliée depuis bien longtemps. Il priait Dieu de lui permettre d'arriver à temps pour sauver Wivina. Les 24 heures d'avance qu'avait sur lui le bateau des contrebandiers qui avait transporté Richard et Wivina tourmentaient terriblement Lord Cheriton. Il peut se passer tant de choses en 24 heures, se répétait-il. Il faisait claquer ses doigts tant il en était agacé, et il avait un visage si morose et si sombre que le commandant du Valiant se mit à le regarder d'un air étonné. Puis se décida à dire « Nous allons leur donner une bonne leçon, my lord. N'ayez pas peur, nous ne les raterons pas. » Lord Cheriton ne lui répondit même pas. Ils arrivèrent à Roscoff à l'heure où l'aube pointait. Dès qu'ils eurent aperçu les lumières des maisons du petit port, Lord Cheriton se prépara pour descendre à terre. Les deux voiliers des douaniers filèrent en avant et pénétrèrent directement jusqu'au fond du port pour aller s'amarrer à proximité des entrepôts. Mais le grand navire de la marine de guerre ne pouvait pas dépasser l'embouchure du chenal. Le commandant lança aussitôt les ordres qu'il avait arrêtés d'avance avec Lord Cheriton. Les ancres furent jetées et les canons furent pointés sur les entrepôts. Pendant ce temps, Lord Cheriton avait quitté le Valiant à bord d'un canot dans lequel il s'était fait descendre le long du flanc du navire. Et avant que la première salve ait été tirée, avant même que les deux cutters aient été amarrés à quai, il avait mis pied à terre tout seul sur la jetée. Il s'était précipité en direction de la ville, tenant son pistolet à la main, prêt à tirer. Suivant ses déductions, il supposait que Wivina devait se trouver dans la maison appartenant à Tom Johnson, mais il ignorait malheureusement où elle se trouvait. Il escomptait trouver Geoffrey Farlow dans les parages des entrepôts et s'était promis de lui arracher le renseignement. Il regardait de tous côtés et ce fut à ce moment qu'il aperçut Geoffrey Farlow. Il venait d'arriver au bout de la jetée et allait s'engager dans la petite ruelle longeant les entrepôts lorsque Farlow était sorti d'une maison en brandissant un pistolet. L'homme était assez loin dans la rue, mais il était impossible de se méprendre. Lord Cheriton n'avait aucun mal à reconnaître la façon canaille dont il inclinait son chapeau sur le front et ses vêtements flamboyants. Il s'avança donc résolument dans la rue, au-devant du contrebandier qui s'était arrêté pour observer le navire de guerre et les dégâts subis par les entrepôts. Farlow le reconnut immédiatement, il leva son pistolet et visa. Mais Lord Cheriton avait été plus rapide que lui. Il avait devancé son geste avec la promptitude et la précision du tireur d'élite qu'il était. Il avait visé et abattu. En 3 enjambées, il s'était trouvé à côté de l'homme qui gisait sur le pavé. Il était mort. Et Lord Cheriton se rendit compte qu'il était trop tard pour obtenir de lui le renseignement qu'il cherchait. Il commençait à se demander comment il allait pouvoir découvrir l'endroit où avait été cachée la jeune fille. Lorsqu'il leva la tête, alors il l'aperçut. Il vit son joli visage pâle et effrayé, ses beaux yeux élargis par la peur qui le fixait. Wivina était là, penchée à la fenêtre qui était juste au-dessus de lui. En quelques secondes, elle fut entre ses bras. Il avait grimpé 4 à 4, comme un fou, l'escalier de l'auberge. Wivina l'attendait en haut. Il l'avait serrée contre lui tandis qu'elle éclatait en sanglots.
Oh, mon léopard, j'ai tant prié pour que vous veniez me sauver. » Il souriait tendrement. « Vous êtes sauvée, ma chérie, » déclara-t-il. Wivina attendait depuis longtemps, assise dans la cabine du commandant du Valiant. Cette attente lui paraissait interminable. Le seul être qu'elle aurait voulu voir et avoir auprès d'elle n'était pas là, et elle se désespérait. On lui avait apporté du café et un repas léger, mais elle n'avait pas faim. Elle n'avait mangé quelques bouchées que pour ne pas désobliger le cuisinier du bord, mais elle aurait été bien incapable de dire ce qu'elle avait absorbé. Elle ne parvenait pas encore à croire que le cauchemar qu'elle venait de vivre était réellement terminé. Lord Cheriton n'avait pas pu rester avec elle longtemps. Il l'avait emmenée tout de suite à bord pour la mettre en sécurité. Mais il avait dû retourner à terre pour s'occuper de ce qui se passait maintenant dans la ville. Le désordre et la confusion y régnaient. Un immense incendie s'était déclaré dans les entrepôts à la suite du bombardement. Le feu était alimenté par l'alcool entreposé clandestinement là, et la chaleur était intolérable. Les contrebandiers avaient tenté de repousser leurs assaillants, mais ils avaient été surpris et la plupart avaient été maîtrisés et capturés avant d'avoir eu le temps de sortir leurs pistolets de leur ceinture. Très peu d'entre eux avaient pu s'échapper pourtant. Lord Cheriton apprit que 8 jeunes gens de Lard School, enrôlés parmi eux, avaient profité de la confusion générale pour s'enfuir à la rame dans une embarcation dont ils avaient pu s'emparer. Tout le reste, environ 70 contrebandiers, étaient enchaînés et entassés au fond des cales des 2 cutters en attendant d'être livrés à la justice. Mais ce dont s'occupait Lord Cheriton, pendant que Wivina l'attendait, c'était de découvrir Tom Johnson, et il faisait fouiller toute la petite ville. Sans doute s'était-il esquivé dès qu'il avait entendu les premiers coups de canon, car il restait introuvable. On ne trouva chez lui qu'une femme seule. Une sorte de mégère qui lança des bordées d'injures aux soldats qui voulurent la questionner et leur cracha au visage quand ils entreprirent de fouiller la maison. Lorsque le dernier des contrebandiers eut été fait prisonnier et que les flammes de l'incendie se furent éteintes, Lord Cheriton se résigna à donner l'ordre d'abandonner les recherches et à admettre qu'il n'avait pas réussi à s'emparer de Tom Johnson. Il était furieux de cet échec, qu'il acceptait pourtant d'un cœur assez léger. Tout ce qui comptait pour lui ce jour-là était d'avoir pu sauver Wivina. Il ne pensait qu'à cela en s'acheminant sur la jetée au bout de laquelle attendait le canot qui devait le ramener à bord du Valiant, et il remit son pistolet dans sa poche sans regret. Il restait ému par l'éclat ou l'état de frayeur dans lequel il avait trouvé la jeune fille, et par la crise de larmes qu'il avait secouée quand elle était tombée dans ses bras. « Ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais rêve qu'elle oubliera vite, tant nous allons être heureux, » murmura-t-il au moment de sauter dans le canot. Quand il grimpa à bord, la première personne qu'il vit fut Richard. Le jeune homme avait l'air radieux. Il était en compagnie de 2 jeunes aspirants qui lui faisaient les honneurs du navire. Lord Cheriton vit aussi les marques des coups que Richard avait reçus en défendant sa sœur contre Farlow. Wivina lui en avait parlé, et Lord Cheriton en était heureux. Il marmonna « Ce garçon a bien pris le départ, nous en ferons quelqu'un. » Il pensait qu'il ne se contenterait pas de l'envoyer à Oxford comme il en avait décidé, mais qu'il le ferait examiner sérieusement par un grand chirurgien pour voir s'il ne serait pas possible d'opérer sa jambe afin qu'il ne boite plus. Puis il oublia tout ce qui n'était pas Wivina elle-même et pénétra, le sourire aux lèvres, dans la cabine du commandant où elle l'attendait. Elle était debout devant le hublot et regardait à l'extérieur. Le soleil dorait ses cheveux comme la première fois où il l'avait vue. Elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir, et il resta un moment à la contempler à son insu. Il se disait, en la voyant, si belle, qu'elle était la femme idéale dont il avait toujours rêvé, sans oser espérer qu'il la rencontrerait un jour. Soudain, elle se retourna instinctivement, comme si elle avait mystérieusement deviné sa présence. Ses yeux s'illuminèrent de bonheur en le voyant, et elle courut vers lui en jetant un petit cri de joie. Il l'enlaça bien vite, tandis qu'elle murmurait « J'avais tellement peur. Vous avez mis si longtemps avant de revenir. Je redoutais que quelque chose vous arrive. »« Mais non, tout est bien fini, ma chérie. Et nous allons rentrer à la maison maintenant, » répondit-il en souriant tendrement. Elle leva la tête, toute surprise. « À la maison, à Lard School ?
Mais oui, à Lord's Call, c'est votre maison, c'est également la mienne, Wivina, répondit-il avec un mystérieux sourire. Elle le regardait incrédule, cherchant à comprendre l'expression énigmatique et triomphante du visage pensé sur elle. Alors il lui dit enfin « Je suis Lord Cheriton ». Elle sursauta, puis balbutia « Mais pourquoi ne m'en avoir rien dit ?» Il me fallait respecter l'incognito pour ma mission, et puis je détestais encore cette maison et je voulais la laisser tomber en ruine. Elle la regarda en souriant, extasiée, et reprit « Jusqu'au moment où je me suis aperçu que vous aviez chassé tous les fantômes du passé, et en même temps que toute la haine qui m'habitait. Croyez-vous vraiment? Ai-je vraiment fait tant de choses? Demanda-t-elle d'une voix enrouée par l'émotion. Oui, Wivina, vous avez fait place nette et vous avez redonné une autre âme à cette maison. Et maintenant, nous allons la restaurer ensemble pour en faire le foyer du bonheur. Wivina poussa un cri de joie. Est-ce vrai? Vous voulez bien? Pensez-vous que vous pourrez être heureuse avec moi dans cette maison? Demanda-t-il d'un ton grave. Mais il n'avait pas besoin de lui poser cette question pour en connaître la réponse. Ses lèvres tremblantes et ses yeux pleins de tendresse lui disaient clairement son amour. Il la regarda, puis il ne put résister plus longtemps au désir qu'il avait de ses lèvres. Elle s'en empara pour y déposer un long, un interminable baiser, dans lequel leurs deux âmes se confondirent, comme s'ils ne faisaient soudain plus qu'un seul et même être. Quand il releva la tête, elle cacha son visage dans son cou et dit avec ardeur « Je vous aime, mon léopard bien-aimé. Je ne savais pas qu'il était possible d'aimer ainsi. Vous avez été merveilleux. Vous m'avez sauvé, alors que je désespérais de l'être. » « C'est parce que vous avez eu foi en moi, lui fit-il remarquer, tout en se disant en son fort intérieur qu'il lui fallait remercier le ciel qui lui avait permis d'arriver juste à temps. Wivina poursuivit presque comme si elle monologuait seule et pour elle-même. Sans le brouillard, le mariage aurait eu lieu. Mais le bateau a été immobilisé. Nous avons mis si longtemps pour arriver jusqu'à Roscoff que le mariage n'a pas pu être célébré hier, comme Farlow l'avait projeté. Une note de terreur avait passé dans la voix de Wivina, et Lord Cheriton, qui s'en était rendu compte, lui dit « Oubliez tout cela. Il faut oublier, c'était un cauchemar, mais désormais, vous n'avez plus rien à redouter. Vous allez être ma femme et vous resterez toujours dans mes bras, bien protégée par mon amour. » « C'est ce dont j'ai envie, avoua Wivina. J'ai envie d'être près de vous, tout près de vous, mon léopard. Oh, est-ce possible? Tout ce qui nous arrive est-il bien vrai? Je me demande si je ne rêve pas. J'ai peur que ce ne soit un rêve. Mais non, c'est tout à fait vrai. Lord Cheriton entendait grincer la chaîne de l'ancre que l'on était en train de relever. Nous partons enfin vers notre destin, pensa-t-il. Il prit la jeune fille par le bras et la mena doucement jusqu'au canapé où ils s'assirent côte à côte. Elle posa la joue contre son bras en un geste tendre et gracieux. « Je vous aime, ma chérie, » s'écria Lord Cheriton. « Je vous aime tellement que je n'ai pas envie de penser à autre chose. Vous êtes si belle. Pourtant, il faut que nous prenions quelques décisions importantes. » Elle leva la tête et le regarda avec une légère anxiété pendant qu'il lui expliquait tranquillement. « Ne serait-ce que de nous marier le plus rapidement possible. Je ne voulais pas encore demander explicitement. Dites-moi, voulez-vous m'épouser, mon amour ?» Elle se récria. « Vous savez bien que je voudrais être votre épouse, mais je ne savais pas que vous étiez Lord Cheriton. J'ai peur maintenant de ne pas être assez importante pour devenir votre femme. » Elle sourit doucement. « Vous êtes la personne la plus importante au monde pour moi, Wivina, et nous ne pourrons jamais faire quelque chose de plus important que de remettre le château de Lord's Call en étant ensemble, et de redonner le bonheur et la prospérité au village de Lord's Quell. Peut-être allons-nous même, en faisant cela, contribuer à l'amélioration des finances de tout l'État. » L'air un peu incrédule, elle lui demanda « Êtes-vous bien certain que c'est cela que vous souhaitez? Êtes-vous vraiment certain d'avoir envie de vivre à Lord's Call? Mrs. Briggs m'a raconté votre enfance, les mauvais traitements que votre père vous a fait subir. Bien que, ne vous connaissant pas, je ne pouvais pas supporter ce qu'elle me disait. Cela me faisait mal pour vous. »« J'ai tout oublié, » affirma Lord Cheriton, qui sentait qu'il disait vrai. Puis il ajouta, « Nous avons l'un comme l'autre beaucoup de tristes choses à oublier, mais tout ce qui a pu nous arriver dans le passé n'a plus aucune importance. Ce qui compte seul pour nous, désormais, c'est notre avenir.
Nous avons tant de choses à faire, tant de projets à réaliser, pour nous-mêmes, pour Richard et peut-être bientôt aussi pour nos enfants. » Wivina rougissait de bonheur et de confusion. Elle cacha son visage contre l'épaule de Lord Cheriton pour lui confier. « J'ai toujours pensé qu'il devait y avoir beaucoup de petits-enfants partout à Lord's Call. C'était mon rêve. Je les imaginais courant à travers les couloirs de la maison, faisant des glissades sur le parquet de la galerie où sont accrochés les portraits, ou bien dansant dans la grande salle de bal. » Lord Cheriton la serra très fort contre lui avec attendrissement et lui dit ému: « Nous remplirons la maison de joie et de rire, d'enfants, et surtout d'amour. » Il l'obligea à lever la tête et à le regarder en lui tenant le menton, tout en poursuivant: « Que m'avez-vous donc fait, petit magicien chéri, moi qui n'ai jamais été autre chose qu'un soldat et ne pensais qu'au combat et à la victoire? Voilà que je rêve de devenir un gentilhomme campagnard, de passer mon temps assis devant la cheminée avec ma femme et mes chiens, en m'occupant des récoltes et des travaux des champs. » Wivina éclata de rire. « Je suis convaincu que vous découvrirez beaucoup d'autres occupations. Il y aurait beaucoup de choses à remettre en ordre dans le pays. Il n'y a pas que le mal fait par les contrebandiers. Papa nous parlait toujours de tout ce qui aurait eu besoin d'être entrepris. Mais il déplorait que personne n'ait assez d'autorité et d'énergie pour lutter afin que le pays s'améliore et que la vie y soit plus juste et plus équitable pour tout le monde. Eh bien, alors nous lutterons ensemble pour faire triompher tout cela, mon amour. Je vous le promets. » Il l'avait de nouveau embrassé. Il l'avait tellement embrassé et pendant si longtemps qu'il ne pensait plus à rien, ni l'un ni l'autre. Elle restait émerveillée par les transports de joie où les plongeaient leurs baisers. Les yeux de la jeune fille brillaient comme des étoiles et sa respiration était haletante. Lorsque Lord Cheriton s'arracha à ses lèvres, il pensait en la contemplant qu'elle était beaucoup plus belle que toutes les femmes qu'il avait approchées, mais qu'il y avait surtout en elle une âme irradiante de ferveur qui émanait de tout son être. « Je vous aime, répéta-t-il d'une voix sourde. « Et moi, s'écria-t-elle, je vous aime tellement qu'il me semble que tout est plein d'amour autour de moi, même ce bateau sur lequel nous sommes. » Lord Cheriton la serra plus fort contre lui. Il repensait aux sentiments qui l'avaient animé quelques heures plus tôt, quand il avait traversé la Manche en sens inverse. N'avait-il pas en effet pensé que sa petite flotte était l'armada de la vengeance et de l'espoir? Il avait eu raison, puisqu'il avait retrouvé Wivina, et que la réalité dépassait toutes ses espérances. Car Wivina, c'était l'amour personnifié, et l'avenir le plus merveilleux l'attendait auprès d'elle. « Je vous adore, je vous vénère !» s'exclama-t-il, transporté de bonheur, tout en s'étonnant lui-même d'entendre des paroles aussi tendres monter à ses lèvres. Il se remit à la couvrir de baisers tendres et fougueux. Il l'embrassait avec un sentiment de possession, comme s'il avait eu peur que ce merveilleux trésor qu'il serrait entre ses bras lui échappe, lui qui n'avait jamais imaginé qu'un tel bonheur puisse lui échoir. C'était la vie, la dernière bataille qu'il avait eu à livrer, et il avait remporté la victoire comme toujours. Mais c'était une étrange victoire, puisqu'il était tout en même temps le vainqueur et le vaincu, car c'était la bataille de l'amour. Fin.